Heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting Home. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. La neutralisation de l'un des plus puissants et recherchés chefs terroristes par les forces armées maliennes continue de défrayer la chronique. En effet, ce 28 avril 2024, les forces armées maliennes ont neutralisé lors d'une opération de grande envergure dans la zone des trois frontières à Abou Ouzeifa, alias Hugo, un important chef terroriste de nationalité étrangère impliqué dans de nombreuses attaques dont celle ayant coûté la vie à 4 soldats des forces spéciales américaines en 2017 dans une embuscade au Niger. L'information de sa neutralisation a été confirmée ce 29 avril par l'armée. Ce chef terroriste a été identifié grâce à un recueil de renseignements de grande valeur des forces armées maliennes. La mort d'Abou Ouzeifa avait été annoncée dans un premier temps par le secrétaire général du mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA Moussa Ag Asharatouman. Le groupe de Ouzeifa aurait été actif dans la région de Ménaka, au Mali, où il a été accusé de plusieurs attaques terroristes contre des Maliens. Sa tête avait été mise à prix à 5 millions de dollars, soit 3 milliards 400 millions de francs CFA, par le département américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tongo Tongo, au Niger, en octobre 2017. Le média français France 24 relativise la victoire des forces armées maliennes après la neutralisation du chef terroriste Abou Ouzeifa, alias Hugo. Pour le journaliste Wassim Nasr, ce chef terroriste n'a pas été tué par les forces armées maliennes, mais plutôt par les combattants du groupe armé MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad, qui ont ensuite remis son corps aux forces armées maliennes. Écoutons. C'est un ancien dit Igo, et son nom c'est Igo, c'est un ancien donc du Moudjahou qui est arrivé sur zone en 2012. On va voir sa photo. Il est considéré comme un des fondateurs de ce qui est devenu en tout cas l'État islamique province du Sahel. Donc c'est un Sahraoui originaire du Sahara occidental, donc le Maroc, et sur zone depuis 2012. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'exagération sur son rôle réel, parce que c'est quelqu'un qui aimait se montrer. Donc on a beaucoup de photos de lui, beaucoup d'images de lui en situation, à l'inverse d'autres chefs djihadistes. Mais dernièrement, il avait surtout un rôle d'entraînement des nouveaux recrues de l'État islamique, toujours implantés dans cette zone des trois frontières. Mais à un certain moment, il a eu des prérogatives de commandement. Par exemple, il a eu sous son commandement, on va voir une affichette du Trésor américain, il a eu sous son commandement des personnages importants qu'on voit ici sur l'affiche, comme Abu Huraira ou Issa Bari, ou le fils du juge de l'État islamique dans la zone d'Inaaban, Ould Shaib. Pourquoi je vous montre cette affiche? Parce que cette affiche, ce sont les djihadistes de l'État islamique qui ont été impliqués dans l'attaque de Tongo Tongo en octobre 2017 au Niger, dans laquelle 4 militaires nigériens et 4 bérets verts américains ont été tués. Leur chef, Abou Walid al-Sahraoui, donc originaire aussi du Sahara occidental, a été tué par les Français en 2021. Et c'est intéressant de savoir aujourd'hui que dans toute cette équipée, tout le monde avait sa tête mise à prix, il y a un seul survivant qu'on voit entouré du rond rouge. Donc son seul unique fait d'armes à Abu Huzaifa, c'était cette bataille de Tongo Tongo. C'est son legs en fait, et c'est pour ça sa tête a été mise à prix par les Américains, 5 millions de dollars. On va voir une vidéo de l'attaque de Tongo Tongo, donc c'est une vidéo qui a fuité après, c'est les images filmées par les casques des militaires américains. Donc si on vous montre ça, c'est vous montrer la rudesse du combat et de l'affrontement qui avait eu lieu avec l'embryon, encore une fois, de ce qui est devenu l'État islamique province du Sahel. Parce qu'en octobre 2017, l'allégeance a été faite à l'État islamique, mais elle n'était pas vraiment reconnue par l'État islamique central. Sans rentrer dans le détail, c'est un des faits d'armes les plus importants donc, de l'État islamique dans cette zone du monde, et c'est le seul fait d'armes d'Abu Huzaifa qui lui a valu d'être mis dans cette catégorie, en tout cas, de personnes recherchées par l'administration américaine. Et c'est l'armée malienne qui annonce l'avoir éliminé, vrai ou faux? C'est plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer. D'après mes informations, déjà, on va voir une carte sur laquelle on va voir dans quelle zone il a été tué. Donc la zone où il a été tué, c'est la zone 3 frontières. C'est particulièrement à Tassour Barat, qu'on voit ici, donc au sud
est d'Indeliman et au nord de Tongo Tongo, qui est au Niger et dont on parlait. En fait, sur le déroulé, j'ai appris de sources locales que ce sont des équipes, donc Touareg du MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad, qui étaient en train de suivre du bétail qu'ils devaient restituer aux habitants civils. Suivre du bétail qui a été volé par l'État islamique. On va voir des images d'archives pour qu'on comprenne en quoi ça consiste suivre du bétail. Donc voilà du bétail qui a été récupéré, là je pense qu'on est en novembre 2021, si je ne me trompe pas, ou 2022, et ce sont les MSA, donc les combattants Touareg du MSA, qui récupèrent du bétail volé par l'État islamique pour le restituer à ses propriétaires. Donc c'est dans une opération comme celle-ci, qu'ils ont suivi du bétail, qui les a amenés jusqu'à un campement, et c'est dans le campement qu'ils ont trouvé Abu Huzaifa, avec sa famille dans le campement. Et quand ils ont compris qui il était, ils ont commencé à... Donc il y a eu un échange de tirs, il y a eu une course-poursuite, sauf qu'ils ont réussi à l'isoler de l'autre partie des combattants, qui était plus dans la brousse, donc une dizaine de combattants, pas beaucoup. Et là, pour l'isoler des autres, pour que la course-poursuite se poursuit, c'est l'armée malienne qui est rentrée en jeu pour isoler les autres combattants. Mais le fait de le tuer, c'était les combattants Touareg du MSA, et on m'a dit aussi qu'ils lui ont proposé de se rendre, mais fidèle à son idéologie et à son dogme, il n'a pas voulu se rendre et donc il a été tué. Parce que même s'il s'était rendu, c'est aussi une valeur importante en termes de renseignement ou même en termes de communication d'attraper un chef djihadiste comme ça, même si ses prérogatives étaient moindres à la fin maintenant de sa carrière, mais la symbolique était grande. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui a un peu mis en doute, on va dire, l'aviation, c'est le fait, et là on va voir une image de lui tué. Donc là, on a la certitude que c'est lui. Il a été tué. Évidemment, on l'a un peu flouté, voilà, pour les téléspectateurs. Sauf que la télé malienne a mis une photo aussi dans son sujet concernant sa mort. Et là, c'est la photo donc d'un autre djihadiste, du coup d'Al-Qaïda, et tué par les Tchadiens à Aguelhok à une autre date. Et donc, c'est pas du tout la même personne. Et ça a un peu mené les gens ça a créé un petit doute sur le fait, est-ce qu'il a été vraiment tué par les Maliens ou pas? Aujourd'hui, on peut dire qu'il a été tué par les combattants du MSA, qui l'ont rendu son corps à l'armée malienne et que l'armée malienne a contribué à l'opération en contribuant au fait de l'isoler du reste de ses combattants dans la zone des 3 frontières. Et voilà les informations complémentaires. Merci beaucoup, Wassim. Toujours avec le Mali, les opérations de reconquête du territoire se poursuivent. L'engagement et le dynamisme des forces armées lors de ces opérations ont conduit des hommes armés qui avaient pris des armes contre le gouvernement malien à revenir à de meilleurs sentiments. Ce 29 avril, dans un communiqué, l'état-major général des armées a laissé entendre que dans la journée du dimanche 30 avril 2024, un important groupe d'hommes armés s'est volontairement approché des forces armées maliennes pour se rendre à Aguelhok, dans la région de Kidal. Ils ont emporté avec eux leur logistique composée de 5 véhicules, des armes et munitions ainsi que d'autres équipements militaires. L'état-major général des armées maliennes a également salué l'initiative salvatrice, preuve de la prise de conscience des Maliens poussés à entraîner dans un combat inutile contre leur nation. La Cour pénale spéciale de la République centrafricaine a récemment émis un mandat d'arrêt international contre François Bozizé, ancien président du pays. Cette décision fait suite à des accusations de crimes graves, notamment de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis pendant son règne. François Bozizé, qui a dirigé la République centrafricaine de 2003 à 2013, est accusé d'avoir joué un rôle clé dans les violences intercommunautaires qui ont déchiré le pays au cours de cette période. Les autorités centrafricaines et la Cour pénale spéciale ont longtemps enquêté sur les allégations de violence des droits de l'homme et de crimes atroces commis sous son régime. Le mandat d'arrêt international émis contre François Bozizé vise à faire la lumière sur ces crimes et à rendre justice aux victimes des atrocités commises dans le pays. Cette décision marque, selon les observateurs, également une étape importante dans la lutte contre l'impunité et dans la recherche de vérité et de réconciliation nationale dans le pays. Dans le cadre de cette procédure, 3 suspects ont été déjà arrêtés. Rappelons que l'ancien dirigeant a trouvé exil en Guinée-Bissau après avoir quitté le Tchad où il résidait depuis plusieurs années. Bozizé est souvent accusé de crimes de guerre dans la crise qui a secoué la République centrafricaine suite au renversement de son régime par la rébellion Séléka.
La Cour pénale centrafricaine a de ce fait invité les autorités bissau-guinéennes à coopérer pleinement avec Interpol pour arrêter et remettre aux autorités centrafricaines l'ancien président François Bozizé. La Haute Cour du Ghana a récemment pris une décision importante en refusant de forcer le président du pays à promulguer la loi anti-LGBTQ controversée. Selon les sources, cette décision fait suite à une série de débats houleux et de pressions politiques autour de cette législation qui vise à criminaliser les relations entre les personnes de même sexe. En effet, la loi anti-LGBTQ adoptée par le Parlement ghanéen en 2021 a suscité une vive opposition tant au niveau national qu'international. De nombreux groupes de défense des droits de l'homme et organisations internationales ont critiqué cette législation comme étant discriminatoire et contraire aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Par ailleurs, le ministère des Finances avertit que le pays pourrait perdre au moins 3,8 milliards de livres sterling de financement de la Banque mondiale si le projet de loi controversé devenait une réalité. Face à cette contestation, certains militants ont saisi la Haute Cour pour demander que le président soit contraint de promulguer la loi anti-LGBTQ. Cependant, la Cour a rejeté cette requête, affirmant que le pouvoir discrétionnaire du président en matière de promulgation des lois ne peut être remis en cause par une décision judiciaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Getting. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.